ben, je suis extrêmement content d'être avec vous. J'ai préparé des choses super sympas à vous raconter, mais je pense que ce qui serait encore plus sympa, c'est que vous choisissiez vous ce que vous avez envie que je vous raconte. Donc cette présentation est une présentation avec un appel très fort à questions, à interruptions, à contestations et à débat. Donc je vous vois, vous faites un peu semblant de ne pas avoir d'idée, mais je vais vous interroger vous pour qu'à un moment donné, vous ayez l'occasion d'orienter ma présentation vers ce qui vous intéresse le plus. Un petit mot sur moi, je m'appelle Jérémy Arroge, j'ai créé un cabinet de conseil qui s'appelle Quantmetry, qui est un cabinet spécialisé en intelligence artificielle. On est 80 collaborateurs et notre métier, c'est d'aider les grands groupes à internaliser des processus d'algorithmie pour des fonctions très diverses. Alors ça peut être des fonctions de connaissance client, qui va acheter mon produit, comment faire pour lui vendre plus de produits, comment être sûr qu'il va revenir acheter un autre produit demain matin. Des questions de fraude, comment s'assurer qu'un virement est bon, qu'un coup de téléphonique a été payé sans manière frauduleuse. Ça peut aller jusqu'à de la sécurité nationale et de la détection de groupes terroristes, de groupes de personnes impliquant des risques nationaux. On travaille sur des sujets de maintenance prédictive. Qu'est-ce qui va faire qu'il y a une panne dans un avion, dans un bateau, dans un sous-marin, dans un bateau ? Non, le bateau, j'ai déjà dit, il manque un truc. La voiture. Donc comment on fait pour savoir qu'il y a une panne, comment on peut l'anticiper, comment on peut faire en sorte que l'équipe de maintenance arrive avant que la panne ait lieu, comment faire en sorte qu'en termes de supply chain, la pièce qui manque pour réparer l'objet ait été commandée à l'avance de la panne. Et un dernier métier autour de la santé connectée. La santé connectée, c'est l'avenir de la santé qui va être beaucoup plus orienté dans la télémédecine, dans les objets connectés médicaux. Donc désormais, si vous avez le diabète, si vous avez des problèmes d'insuffisance cardiaque, vous n'irez pas voir les urgences quand ça va mal, mais vous aurez plein de capteurs sur vous qui vous diront si c'est le bon moment d'appeler une infirmière, d'avoir un rendez-vous téléphonique avec un médecin, ou si au contraire il faut vous déplacer. Et donc ça fera en sorte qu'il y aura une meilleure qualité de vie pour les patients, un meilleur rapport au travail pour les médecins et une amélioration du système socio-économique de santé publique. Donc voilà un petit peu tous les métiers que traite Quantmetry, mais aujourd'hui on va parler de data et d'employabilité. Alors imaginez, est-ce que déjà, je vais vous poser une question, est-ce que vous savez c'est quoi le job le plus sexy du 21e siècle ? Oh là, ça a marché parce que vous l'avez donc bien retenu. Donc il y a à peu près une dizaine d'années, Larry Page avait expliqué dans le Wall Street Journal que le job le plus sexy du 21e siècle serait... Alors lui, il a dit statisticien, le mot data scientist n'existait pas encore à l'époque. Mais imaginez que vous êtes la personne la plus sexy du 21e siècle. Donc fermez les yeux, vous avez 20 ans, vous êtes sorti d'école, vous avez votre diplôme de data scientist, vous êtes beau, vous êtes fringant, vous allez avoir un super job. Et là, c'est très compliqué parce que vous êtes harcelé par les chasseurs de tête qui vous disent que vous êtes la personne qui vaut le plus sur le marché, qu'on peut vous donner une offre qui vaut des millions, qu'on peut vous trouver un job en Californie, qu'on peut faire en sorte que vous ayez déjà un poste de directeur alors que vous n'avez toujours pas fait de stage. Comment vous allez faire quand vous allez recevoir une offre de job de Quantmetry, une petite start-up de 70 personnes à Paris qui ne paye pas particulièrement bien, et comment vous allez faire en sorte que vous puissiez considérer une offre de Quantmetry ? Alors c'était un long problème, cette question de comment faire pour attirer ces stars, ces profils qui sont complètement inatteignables. Et la réponse qu'on a apportée à Quantmetry, elle est extrêmement simple, c'est de faire en sorte que quand les gens sont chez Quantmetry, leur employabilité individuelle augmente toujours plus rapidement que l'employabilité du marché. Et comme l'employabilité du marché est déjà très élevée, parce que évidemment quand on est data scientist junior, on est très recherché, mais alors senior et chief data officer, je ne vous raconte pas. Eh bien, si on s'assure qu'en venant chez nous, les gens font en sorte d'être toujours dans une situation où la dynamique d'employabilité elle est meilleure chez nous qu'elle n'est sur le marché, eh bien, ils se retrouvent dans une situation où ils acceptent de rester chez nous, de venir déjà et de rester. Et ils envisagent en fait leur passage chez Quantmetry plutôt comme étant une étape pour aller vers un job définitif. Et la réflexion qu'ils ont, c'est en fait à quel moment je vais cash-outer le niveau de rémunération maximum que je peux avoir grâce à l'expérience que je peux avoir. Donc, en gros, la question qui se pose, c'est est-ce que je vais directement chez une offre qui me paye bien, mais pour un job qui n'est pas forcément hyper passionnant et hyper bien rémunéré, hyper bien rémunéré, et pas forcément hyper passionnant et surtout pas avec énormément de dynamique de carrière, ou est-ce que j'attends 2-3 ans pour me former, pour accélérer ma carrière et finalement avoir un meilleur job. Et donc ça, c'est ce qu'on a décidé de faire chez Quantmetry. Et on a mis tout un système culturel pour s'assurer que l'employabilité des collaborateurs
soit de manière démontrée, donc avec des preuves quotidiennes, comme étant plus forte, plus rapide que celle du marché. Donc comment on fait ? Le premier système culturel, c'est l'esprit d'équipe. Donc on va faire en sorte que tous les collaborateurs aient l'occasion de se réunir une fois par mois pendant une journée pour raconter ce qu'ils ont fait chez le client et pour écouter ce que les autres ont fait chez le client. Une journée off par mois, en termes de manque à gagner quand on est une société de service, c'est gigantesque. C'est de l'ordre de 15% du chiffre d'affaires. Le fait de leur dire, voyez, nous on met 15% du chiffre d'affaires sur la table pour que vous puissiez vous enrichir des techniques des autres, c'est une approche qui peut convenir à l'attitude qui consiste à leur dire, du coup vous ne serez pas mieux payé que sur le marché, parce que nous on va plutôt investir sur vous qu'investir seulement sur votre salaire. Et donc ce que vous allez vivre, c'est qu'à chaque instant, à chaque mois dans la société, vous avez un niveau de progression individuelle qui va être, on va dire, multiplié par un coefficient qui est le nombre de personnes dont vous aurez écouté le speech pendant ces réunions mensuelles qu'on appelle les réunions partage et harmonie, parce qu'on a bien aimé donner des notions un petit peu ésotériques et religieuses à nos réunions. Un deuxième élément culturel qui participe fondamentalement à la culture de l'employabilité de la boîte, c'est la notion d'excellence. Donc chez nous, elle se pratique avec la R&D. Donc tous les collaborateurs, c'est déjà connu sur notre site web, dans le process de recrutement, et c'est mesuré et animé tout au long de l'année, a une enveloppe de 40 jours, ça correspond à 20% du nombre de jours travaillés dans l'année, librement choisi pour pratiquer sa compétence dans une relation qui n'est pas contractuelle, qui n'est pas tarifée. Donc il peut choisir n'importe quel jeu de données, n'importe quel laboratoire de recherche, n'importe quelle source de données open data, n'importe quelle relation avec un acteur externe, sans lui demander de payer, et il va travailler pour cet acteur-là pendant 40 jours. Alors évidemment, il y a des contraintes, ça ne peut pas être n'importe quel sujet, ça ne peut pas être si ce n'est pas cadré. On a un directeur scientifique qui s'assure que la R&D, elle a un vrai contenu R&D. Mais cette notion d'excellence, en lui disant, voilà, nous on pense que tu es très bon, et on va faire en sorte que tu sois encore meilleur en t'assurant que tu es 40 jours où tu fais ce que tu veux et tu progresses dans l'axe qui te convient, ça c'est un critère qui est très important et qui permet de maintenir ce niveau-là d'employabilité. Troisième valeur culturelle, c'est l'exceptionnalité. Donc l'exceptionnalité chez nous, ça veut dire qu'on va faire en sorte que la personne puisse sortir du lot et être considérée par le marché comme étant la meilleure dans sa catégorie. Donc on va énormément subventionner, aider le rapport entre nos collaborateurs et les compétitions. Donc dans le monde de la data, il y a plein de compétitions. Il y en a qui sont online, ça s'appelle Kaggle. Il y en a, c'est des hackathons, il faut aller dans des lieux où on ne dort pas pendant 3 jours et on mange des pizzas pour à la fin être meilleur que le voisin qui lui aussi n'a pas dormi et mangé des pizzas. Il y a plein de manières très différentes. On est allé au CES à Las Vegas, on leur a fait gagner des prix divers et variés dans de nombreuses gros corporates français qui organisent ce genre de compétition, et donc on promeut leur exceptionnalité. Et évidemment, quand ils ont une photo sur Twitter avec un prix, avec une mention, etc., c'est leur employabilité qui augmente. Et le dernier point, qui est le point qui concerne toujours un élément culturel de la société au service de l'employabilité, c'est l'accomplissement. Donc en fait, chez Comptemetry, on estime que l'objectif individuel de la personne, c'est pas la start-up ou la société qui lui donne, mais c'est lui-même qui se l'attribue, c'est-à-dire qu'il doit être capable d'autodéfinir la façon dont il veut sortir de Comptemetry. Et donc s'il nous dit, moi je veux être un expert en cloud, on va faire en sorte qu'il soit certifié cloud. S'il nous dit, moi je veux être un expert en drone et en système embarqué, eh ben on va lui acheter des drones et faire en sorte qu'il fasse du calcul embarqué. Si moi je veux être un expert en reconnaissance visuelle et avoir des caméras connectées et faire de la reconnaissance d'objets sur de la vidéo, on lui donnera les moyens de le faire. Et donc on a des budgets, non seulement pour qu'il ait des formations, mais aussi pour qu'il ait accès à tout ça. Donc voilà aujourd'hui comment on fait pour qu'une star accepte de rejoindre une société qui n'est pas une société de stars ou une société star elle-même, et faire en sorte que son employabilité soit toujours meilleure, non seulement on va dire par rapport au marché, mais aussi de manière dynamique en termes d'accélération d'employabilité. Et la raison pour laquelle j'ai donné cet exemple-là et que je pense que c'est très important, c'est qu'en fait l'employabilité, c'est le critère clé de tout le monde, et même quand on est la personne qui a la meilleure employabilité, c'est un objet d'obsession de s'assurer que l'employabilité s'améliore. Et donc ça, c'est complètement généralisable à tout type de métier. Alors je ne connais pas vraiment tous les métiers, mais on sent bien qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et toutes les notions de mise en concurrence du travail de la machine du travail de l'homme par le travail de la machine, on va se retrouver dans une situation où de plus en plus de personnes, pour être capables de justifier leur crédibilité, leur légitimité, leur leadership dans leur métier, auront
cette nécessité de s'adapter. Et cette nécessité de s'adapter, elle se fait en préparation, en amont, en faisant en sorte de toujours améliorer son employabilité. Donc voilà déjà une première partie de choses que je voulais vous présenter. Dans les deuxièmes parties, je vais vous présenter comment on pratique cette montée en employabilité chez nos clients pour que les collaborateurs de nos clients eux-mêmes aient cette perception d'une amélioration de leur employabilité. Et puis dans une troisième partie, je vous parlerai de choses un peu plus techniques sur comment on peut faire de la data quand on est chez les RH. Mais du coup, je vous avais prévenu, c'est le moment où vous me posez une question. Ah, m'obligez pas à choisir quelqu'un. Hein. Merci. Comment vous les choisissez, vos projets R&D entre guillemets gratuits Alors, c'est pas entre guillemets gratuit, c'est vraiment gratuit. Le système de financement, c'est le crédit impôt recherche. Donc, on fait un dossier à la fin de l'année et on récupère une partie d'impôt qui représente, pour donner un ordre de grandeur, un tiers de ce qu'on aurait gagné si jamais on l'avait vendu. Donc, on perd pas tout, mais on gagne pas grand-chose. Donc, nous aimons bien les termes ésotériques. Donc, on a un comité qui s'appelle Cohérence et Avenir, qui se réunit une fois par mois et qui a vocation à identifier des sujets de R&D, ou bien parce qu'ils sont présents dans la nature, ou bien aller construire des projets de R&D parce qu'ils ne sont pas présents dans la nature et qu'on a une matrice de toutes les familles de projets vers lesquels on aimerait s'orienter. Et ces projets, après, sont priorisés. Une fois qu'ils sont lancés, il y a un suivi et on attribue le projet à la personne. Donc il y a des gens qui n'ont pas choisi leur projet R&D et la notion de liberté, c'est en fait de l'avoir choisi parmi plein de projets que la société leur a proposés. Il y en a d'autres qui sont à l'origine des projets de R&D et qui vont les proposer. Alors quelques exemples. On vit dans une génération de personnes qui est très sensible à des critères culturels, on va dire, qui étaient moins présents par le passé. Donc, par exemple, il y a des gens qui sont très sensibles à l'écologie et donc ils vont travailler sur des thématiques de mesure de la réduction de la taille de la forêt amazonienne par des photos satellites. Et donc là, il y a tout un savoir-faire pour être capable de détourer les arbres, de comprendre quelle est la proportion d'arbres qui ont disparu, mesurer ça par rapport à des impacts de corrélation sur la déforestation, sur la pollution, ce genre de choses. Dans un sujet qui est complètement différent, il y a aussi une notion de s'attacher à une cause, à quelque chose qui dépasse, on va dire, l'impact que peut avoir une personne à titre individuel. Et donc, il y a beaucoup de personnes dans la société qui ont fortement adhéré à la cause de l'accompagnement des patientes post-opération cancer du sein. Donc on a travaillé sur beaucoup de sujets, alors par exemple dans la recherche clinique pour démontrer qu'il y avait des marqueurs biologiques qui avaient un pouvoir prédictif sur de la thérapie personnalisée et qui font plus ou moins à la fin en sorte que 2 patientes par an en France ne meurent pas des conséquences d'un mauvais traitement suite au cancer du sein. On a des gens qui ont travaillé sur la thématique de l'accompagnement des patientes par de la création d'objets connectés. Par exemple, c'est un lymphomètre. Donc c'est une manche connectée qu'on porte et qui permet de mesurer le diamètre du bras en plusieurs endroits pour avoir une détection précoce de l'œdème de bras, qui est une des complexités post-opération du cancer du sein. Bon, on a plein d'autres sujets sur la thématique cancer du sein. Et puis, on a quelqu'un qui est très fan du monde des arts. Donc, lui, il a fait tout un travail sur le transfert de style. Donc, il va prendre une photo d'un Van Gogh, il va vous prendre vous en photo et vous aurez un selfie de vous, style Van Gogh. Et donc, on a des jolies affiches au bureau de gens qui se sont amusés à travestir des œuvres d'art. Et donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on choisit. Et en aval, pour mesurer la performance quand même des choix de nos sujets R&D, on définit des grands axes des sujets technologiques des prochaines années. On s'assure qu'il y a un alignement entre les projets R&D et les sujets technologiques, mais il n'y a pas de restriction, on va dire, sectorielle ou en termes de cas d'utilisation de toutes ces données. Il y a un dernier point aussi sur lequel on est très engagé, qui est la parole des femmes sur scène, sur des sujets technologiques. Donc on est organisateur de plusieurs meet-up qui font ces sujets-là, et donc il y a beaucoup de personnes aussi qui font de la R&D avec des laboratoires de recherche dans le but de publier des articles qui après sont présentés sur scène, plutôt par des femmes. Et donc c'est une initiative qui s'appelle les Paris Data Ladies. Mais comme on est 80 collaborateurs, ça fait 80 fois 40 jours, ça en fait des projets de R&D, donc la liste est très longue. Non, pas du tout. Alors pourquoi on fait ces projets-là ? Les gens qui viennent chez nous, ils se disent de toute façon je suis mal payé. Donc quitte à être mal payé, qu'est-ce qui fait que je reste ? Non, un data scientist qui sort d'école, ça vaut sur le marché français minimum 60K. Souvent parce qu'il y a une notion de... et je vous le démontre sans aucun problème, je ne sais pas de quelle société vous êtes, mais peut-être... Ah, vous trouvez que c'est faible ? Ah. C'est pas mal, personnellement, pour quelqu'un qui sort d'une grande école. C'est énorme. Ah, c'est absolument énorme. Quelqu'un qui sort d'une grande école qui n'est pas data scientist, c'est 40-45.
Quelqu'un qui est niveau data scientist un peu star parce qu'on en a vraiment besoin, c'est 60. Dans des cas de surenchère un peu particuliers parce que la personne elle a une bonne marque personnelle sur Google, parce qu'elle a les bons certificats, elle est aux bons endroits, elle a fait un stage à l'étranger, etc. Parfois, ça peut monter à 80, 100. Si vous allez en Californie sur une startup qui vient de lever de l'argent, ça monte à 150, 200. Sortie d'école. Donc les gens qui viennent chez nous, ils sont recrutés à 38. Donc s'ils sont recrutés à 38, tous les jours c'est Euro Disney. Sinon ils s'en vont. Donc tous les jours c'est Euro Disney, c'est-à-dire que tous les jours ils ont des partages à Harmonie, tous les jours ils ont des chercheurs qui viennent leur expliquer ce qu'ils font comme travaux de thèse, tous les jours ils ont de la R&D diverses et variées, etc., etc. Donc la première manière qu'on a d'économiser, c'est qu'en fait les projets gratuits qu'on mène nous permettent, entre guillemets, d'économiser sur les salaires. Ça c'est le... Alors... Vous avez complètement raison, sauf que rester 3 ans aujourd'hui en rétention sur un poste de data scientist, c'est une performance. Parce qu'aujourd'hui, la rétention des postes chez ces profils techniques très pointus et assez rares, en général, c'est entre 1 an et 1 an et demi. Et je suis sûr qu'il y a des personnes là qui se projettent très bien avec des histoires où ça y est, on a déclenché la timbale d'or, c'est la personne qu'on attendait depuis 3 ans, puis il arrive et puis 1 an après, en fait, il s'en va et il n'a pas construit et il a même un peu détruit parce qu'il y a un effet domino avec son départ sur les déceptions des personnes qui sont venues pour lui et qui finalement ne se projettent pas là-dessus. Mais pour terminer à répondre à votre question, un peu de crédit impôt recherche, c'est toujours un peu d'argent. Beaucoup de visibilité. Si vous allez sur notre blog, si vous allez sur notre site, si vous allez sur notre Twitter, on raconte en long, en large, en travers qu'on fait de la R&D. Et un point qui est absolument incontournable quand on est une jeune société, des références. Toc, 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 bonjour Sanofi, j'aimerais travailler pour vous. Qu'est-ce que vous avez déjà fait dans la santé ? Bah rien, vous comprenez, je suis une start-up, il me faut bien une première référence dans la santé. Ah bah je suis désolé, vous reviendrez quand vous aurez une première référence. Donc quand ça vous arrive 3-4 fois, au bout d'un moment, vous dites à vos collaborateurs, allez me trouver des sujets de R&D qui sont dans la santé et qui peuvent faire rêver à un Sanofi. J'ai rien contre Sanofi ou la santé, ça peut être applicable à n'importe quel domaine. Mais en tout cas, il y a cette notion d'étiquette et de laisser passer qu'on peut construire par la R&D et qu'on ne peut pas construire autrement quand on n'a pas les moyens d'acheter une référence client. Je ne sais pas si vous voulez terminer l'interaction. Non, oui. Ah, oui. C'est juste qu'avec les exemples que vous avez annoncés, je suis sûre qu'il y a plein d'entreprises qui seraient ravies de venir vous voir et de voir ce que... Mais venez. Mon numéro s'affiche à l'instant. Harcelez-moi de propositions commerciales, il n'y a aucun problème. Ah non, c'est pas dans tes tiroirs, c'est publié. Non, c'est publié. Hein. On a un GitHub, le code est sur le GitHub, pardon ? Bah, par exemple, quand on fait un algorithme de transfert de style sur des œuvres d'art, clairement, on ne va pas faire de l'argent avec. Mais si jamais ça vous intéresse demain, imaginez vous êtes Ikea, vous trouvez que cette chaise elle est super sympa, mais vous n'avez plus le modèle de cette chaise-là, vous aimeriez savoir dans tout Ikea ce qui ressemble le plus à cette chaise-là. Bah, vous pourriez la prendre en photo une autre chaise et avoir le style de cette chaise transféré sur cette chaise-là, et du coup être capable de tester si cette chaise-là se vendrait bien ou pas. Ikea pourrait acheter notre technologie de transfert de style qu'on a appliquée au monde de l'art, mais qui pourrait s'appliquer au monde du design. Donc c'est pas du tout dans un tiroir. On espère juste qu'un jour Ikea va décrocher son téléphone et venir nous voir. Et en attendant, quand on pitch d'autres clients, Conforama, je sais pas, on leur raconte que c'est les genres de choses qu'ils font. Ils nous disent oui, mais vous savez, nous on a des bases de données avec beaucoup de doublons. Dans un premier temps, il n'y a personne Conforama ici. On va surtout s'assurer qu'on va enlever les doublons. Alors on explique à un data scientist que le transfert de style, ça sera pour l'année prochaine et que cette année, il faut qu'il enlève les doublons de la base de données du client. Donc il rouspète un peu, donc il y va, mais comme il sait qu'il a ses 40 jours de R&D, plus tout ce que je vous ai décrit et encore plein d'autres choses que je n'ai pas le temps de vous décrire, le package dans sa globalité lui convient bien. En fait, ça vient juste compléter ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il y a des salariés qui partent avec des idées de création d'entreprise et qui les mettent en œuvre, ou est-ce que vous protégez justement ces développements et vous les gardez au sein de l'entreprise ? Alors, il y a 2 phénomènes qui se passent. Il y a un phénomène qu'on n'arrive pas à gérer, qui est des gens qui spontanément vont créer des sociétés ou vont rejoindre des sociétés qui se créent, mais on est dans une culture aujourd'hui... Mais avec ce qui a été développé chez vous en R&D ou c'est... Non. Non, alors il y a des critères assez clairs en termes de production de propriété intellectuelle, que ce qu'ils ont fait appartient à la société. Maintenant, il y a des cas où la personne, de manière assez brillante, va anticiper son départ en expliquant qu'elle a une vocation entrepreneuriale, qu'elle veut bien travailler sur ce sujet-là, mais qu'elle accepte de faire le job pendant 1 an de transfert de compétences, de récupération du client, de montée de la personne qui va la remplacer, etc. etc. Et du coup, ça fait partie d'une négociation de lui dire, bon, bah, on te donne... la levée d'exclusivité d'exploitation du code que tu as créé de manière autonome par le passé. Mais nous n'avons pas que ça comme solution à notre problème.
Aujourd'hui, alors juste c'est une petite parenthèse, mais ça pourra vous permettre de comprendre l'impact. Moi, j'ai fait l'école polytechnique. La 4e année de l'école polytechnique, elle se passe sur dossier. Donc, vous devez rédiger un texte qui explique pourquoi vous voulez aller dans telle ou telle université. Et ce dossier, il s'écrit en anglais et c'est assez connu que les écoles d'ingénieurs ne sont pas les meilleures pour former en anglais. Donc, en fait, c'est les profs d'anglais qui rédigent les lettres pour s'assurer que les élèves des grandes écoles et les meilleures universités internationales. Et donc, à mon époque, les profs d'anglais commençaient tous ce qui s'appelle les Statement of Purpose, donc un espèce d'exécutif summary qui dit qu'on est vachement intéressé de faire un master. Commençaient tous par « j'ai toujours rêvé de faire de la finance », parce que c'était avant 2008. Pour une petite histoire, j'ai travaillé chez Lehman Brothers en 2008 à New York, donc ils ont dû fermer suite à mon départ. Mais j'ai repris contact avec ces profs-là il n'y a pas longtemps, et aujourd'hui 100% des Statement of Purpose commencent par « j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur ». Donc ce désir d'entrepreneuriat, il est extrêmement fort dans cette génération, dans cette nouvelle génération, et c'est inenvisageable de communiquer sur l'idée que c'est pas cool d'être entrepreneur ou que l'entrepreneuriat, attention, mais c'est dur. Et donc on est obligé d'être dans une forme de bisounours qui leur dit mais c'est génial, vas-y, démissionne, prends tes responsabilités, prouve que tu peux y arriver, etc., etc. Néanmoins, on a mis en place un système alternatif avec nos clients, donc ça c'est plutôt des clients qu'on connaît depuis longtemps, où on leur propose non pas de collaborer sur de la prestation de services de type honoraire, donc notre modèle d'affaires c'est on compte le nombre de jours qu'on a travaillé, on multiplie par un taux horaire comme un avocat et ça fait une facture, mais on leur propose de travailler en co-investissement et donc en partage de revenus. Donc on leur dit voilà, nous on va créer tel objet avec toi, et tel objet on se met d'accord sur un business plan et on se met rapport sur une répartition des fees par rapport à ce business plan. Et si on sous-performe sur le business plan, on a perdu de l'argent par rapport à nos modèles d'affaires classiques, mais si on surperforme, du coup on gagne plus d'argent. Et ce modèle-là plaît particulièrement aux collaborateurs de la société qui veulent être entrepreneurs mais qui n'ont pas cette capacité à prendre du risque. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous les avantages, c'est-à-dire qu'ils font une plateforme technologique qui leur appartient, qui est mutualisée avec un choix des technologies qui vient d'eux et qui ne vient pas du client, et le client ne peut pas à tout moment arrêter le projet parce qu'il y a un business plan, il y a des investissements, etc. Mais ils sont toujours salariés, même s'ils ont un peu de capital de la structure qui est créée, mais ils ne sont pas dans une situation où ils sont sans filet et avec un risque de perte d'emploi qui est important. Donc voilà une des solutions qu'on a apportées là-dessus. On n'a aujourd'hui que 3 sujets de ce type-là qui ont fonctionné, mais du coup on a 3 collaborateurs qui ont quitté la société pour créer leur start-up grâce à nous. Du coup on continue sur la thématique rendre les sexy encore plus sexy. Juste le taux de rotation, le taux de Churn. Le changement annuel. Moi j'ai un gros problème sur cette question-là parce que je trouve que Non, je vais vous donner les chiffres, mais la question est difficile à répondre quand on est une société en forte croissance. Donc pendant très longtemps, on me disait si tu parles avec un investisseur, tu divises par le nombre de gens que tu penses avoir à la fin de l'année. Si tu pars avec ton banquier, tu divises par le nombre de gens que tu avais au début de l'année. Comme ça, tu peux passer du simple au double dans ton turnover et présenter ce qui t'intéresse le plus à tout le monde. Donc en pratique, sur le marché du conseil, on estime que c'est 25%. Sur le marché de la data science, on estime que c'est entre 30 et 40%. Chez Comptmetry, on arrive à le maintenir aux alentours de 15%, ce qui est déjà une performance, mais qui ne nous plaît pas non plus, parce qu'on aimerait que ce soit plus faible. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a modélisé, parce qu'on aime bien la data, on a modélisé le churn avec des notions de période haute et de période basse de churn. Donc en gros, les gens qui arrivent chez Comptmetry, qui partent avant un an, on estime qu'on n'a pas perdu d'argent parce qu'on n'a pas encore investi sur eux. Les gens qui partent la deuxième année, c'est là où on a maximisé, on va dire, les pertes liées à l'investissement et donc liées au turnover. Donc là, celui-là, on le mesure très bien et c'est là où on met le maximum d'efforts. Et on considère qu'au-delà de 3 années, ça fait partie du business model. Ceux qui sont très bons et qui veulent partir ailleurs, on ne peut pas les payer, donc tant mieux, ils vendent du rêve à tous les autres collaborateurs. Moi, j'ai dans mes équipes le Chief Data Officer, enfin dans mes anciennes équipes, le Chief Data Officer de la voiture connectée de chez Renault. Je pense que ça envoie beaucoup de rêves. J'ai la Lead Data Scientist de la SNCF, la Big Data Fab à la SNCF, donc elle aussi, je pense qu'elle envoie beaucoup de rêves. J'ai le Chief Data Officer de... le nom ne me revient pas, mais c'est pas Tinder, c'est le concurrent français. Ne vous dénoncez pas. Si vous connaissez le nom, on va en déduire quelque chose sur vous. Je l'ai pas. Non. Oh, c'est fou ça que je l'ai perdu. C'est pas Once, c'est encore un autre. Bref.
Happen, merci, bravo. Et on a quelqu'un qui est parti aux États-Unis, qui est dans une start-up où il est en plein. Enfin, franchement, si on faisait des biographies des gens qui sont partis de chez nous, ça suffirait à faire venir des gens chez nous. Tout ça pour dire que le turnover, c'est de toute façon pas sympathique, on n'a pas le choix. Et vous ne m'avez pas posé la question, mais il y a quand même des gens qui ne partent pas de la société. Qu'est-ce qu'on leur propose ? On a mis en place un partnership. Donc, passer une certaine ancienneté dans la société, ils ont du capital de la société, donc ils ont un effet de levier qui est lié sur l'intégralité de la boîte et pas seulement sur leur impact individuel. Et donc, ils ont un intérêt à rester. C'est plutôt un partnership à la papa, c'est-à-dire c'est des gens qui sont mariés, qui ont 2 enfants, qui sont très contents d'avoir un x2 ou un x3 sur leur paye le jour où ils vendront leur part, mais c'est pas, on leur promet pas non plus des dizaines de millions, quoi. On n'est pas dans ce format-là de partnership. Je reprends la parole pour avancer un tout petit peu sur ce que j'avais prévu de vous raconter, et en particulier sur l'importance qu'il y a aujourd'hui de considérer que ces sujets, alors pour moi le sujet numéro 1, vous l'avez compris, c'est l'intelligence artificielle ou la data, mais ça peut se généraliser avec le digital ou tout ce qu'on pourrait appeler les nouveaux métiers ou les nouvelles compétences à développer. Mais quand on aide un client qui a cet enjeu-là de recrutement, on l'aide sur plusieurs enjeux. Donc on fait du talent assessment, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en gros ça veut dire qu'on va recruter nous pour vous, enfin on fait la partie évaluation des collaborateurs, et du coup on écrit les méthodes d'évaluation des personnes qui font qu'on optimise l'arrivée de ce genre de personnes-là. On fait de l'animation de collaborateurs, c'est-à-dire qu'on invente des faux projets pour que les gens, quand l'équipe est en construction, ne s'ennuient pas et qu'on n'ait pas le risque de départ d'une équipe qui est en train de se construire, parce que c'est quelque chose qui a été très fortement observé. Et on fait de l'acculturation, c'est-à-dire que chez nous, on va faire des Big Data Day, donc c'est un peu comme ça, on invite tous les collaborateurs de la société, et pendant toute une journée, on leur montre tout ce qu'on peut faire de génial avec la data et l'intelligence artificielle, où on fait de l'acculturation par de la communauté, c'est-à-dire qu'on va créer des clubs de champion data, enfin il y a plein de façons d'appeler ça. Donc c'est des gens qui vont se réunir tous les mois, tous les 2 mois, et sur lesquels on va leur apporter du contenu, des speakers, on va leur faire des learning expeditions, on va les amener à un certain nombre d'événements, et on va faire en sorte que en fait la culturation autour de la data, elle se fasse en dehors de l'entreprise, enfin en marge de l'entreprise, entre personnes faisant partie de la même équipe ou de la même entreprise de manière transverse. Donc ça, c'est les choses qu'on propose. Évidemment, l'impact qui est le plus fort, c'est quand même la co-construction de solutions techniques. Donc, quand on travaille avec des personnes et que l'objectif affiché de la mission, c'est de faire en sorte que les personnes avec qui on travaille soient en capacité à maintenir et à faire évoluer le programme qu'on a fait avec eux, c'est un bon moyen de s'assurer que la montée en compétence a eu lieu. Et on fait aussi autre chose, qui est un peu plus rare, parce qu'honnêtement, les départements RH sont des départements assez éloignés, on va dire, de la culture data, pour plein de raisons. Je pense déjà parce que c'est un métier où les profils qui sont dans ces équipes-là ne sont pas des profils ingénieurs, donc ils n'ont pas cette immédiateté de penser à un process ou un algorithme pour gérer un problème, mais probablement à plus le voir de manière humaine. Aussi parce qu'il y a des notions de sensibilité sur les données qui sont très fortes. Travailler sur des données d'un client pour savoir qu'est-ce qu'il a acheté dans son panier, bon, c'est pas très RGPD, mais c'est pas très grave si jamais ça fuit. Donner le salaire d'un collaborateur ou son évaluation, ça c'est beaucoup plus sensible, donc c'est beaucoup plus compliqué de travailler sur ce genre de données. Néanmoins, on a vu des grands groupes français qui ont initié des notions de Data Lab RH. Donc ça s'inscrit dans le SIRH et c'est un pouvoir analytique qui permet de manière rétrospective de pouvoir poser des questions et de savoir quels ont été les impacts de précédentes décisions. Donc le sujet numéro 1 qui bat tous les records, c'est l'absentéisme. Donc typiquement, c'est quelque chose qui a l'air d'être une véritable plaie dans certaines sociétés, qui coûte énormément d'argent, qui est très mal géré, très mal anticipé, très mal analysé et interprété. Et donc nous, on travaille avec ces équipes de RH Analytics sur la construction d'algorithmes qui sont des algorithmes d'interprétation de l'absentéisme. Donc on ne va pas dire qui va être absent, puisque du coup ça serait un rôle de dénonciation et on veut sortir de ce rôle-là. Mais par contre, on va expliquer quels ont été les mécanismes qui font que quelqu'un se retrouve à devenir absent. Donc les 3 critères qui étaient ressortis pour ce client-là, c'était la distance maison-travail,
Donc en gros, plus c'est loin de chez soi et moins on a envie de se déplacer et plus on tombe dans l'absentéisme. Le deuxième, c'était la fréquence à laquelle on voit son supérieur. Donc entre guillemets, quand le supérieur commence à faire du management un peu à distance, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, on se sent moins concerné si jamais on ne va pas tous les jours au boulot. Et le troisième critère, c'était la fréquence à laquelle on changeait de poste, mais au sens géographique. Ça veut dire qu'en gros, si jamais on ne vous proposait pas souvent de changer de bureau, de changer d'étage ou de changer de bâtiment, du coup vous rentrez un petit peu dans un système où vous savez que vous êtes planqué parce que personne ne vous surveille vraiment dans l'angle et donc vous ne venez plus au bureau. Donc ce genre d'analyse, on l'a fait par de l'analytics. Donc on est allé dans le SIRH, récupérer de la donnée, faire des algorithmes, échanger avec les équipes RH pour avoir leur opinion sur ce qu'on trouvait, est-ce que c'était bien ou pas bien, et par un système incrémental, donc dans des cycles agiles, en améliorant toujours notre modèle, on a réussi à la fin à stabiliser une capacité à mesurer en fait les causes qui provoquent l'absentéisme et à leur proposer de travailler sur les causes de l'absentéisme et pas sur l'absentéisme lui-même. Dans une méthodologie absolument similaire, on a travaillé aussi sur la thématique de pénibilité. Donc ça permet d'avoir une meilleure mesure de la pénibilité. Je sais qu'il y a des sujets qui sont assez forts, qui fonctionnent bien sur la thématique de contexte social, notamment par les systèmes de sondage et de l'analyse sémantique et de l'analyse de sentiments, être capable de mesurer si jamais il y a des crises ou il y a des tendances qui se font dans le contexte social de la société. Mais le sujet pour lequel on a eu le meilleur ROI, c'était la performance des formations. Donc être capable de mesurer si la formation qu'on a donnée à un collaborateur lui a permis ou bien d'être mieux apprécié dans son job, ou bien d'être mieux évalué, ou bien d'avoir une progression de carrière qui a été considérée comme plus performante par rapport aux critères de cette société-là. Et donc ça, c'est quand même très utile parce que je crois que les budgets formation sont assez faramineux et donc c'est l'occasion d'avoir une meilleure utilisation de ces budgets de formation. Oui, j'avais une question pour ce type d'analyse, vous prenez quel type d'indicateur ? Alors, pour la formation, il y avait le catalogue de formation qui était déjà annoté, qui a été enrichi par des données externes, parce que parfois, quand on connaît qui est-ce qui parle ou qui est-ce qui a produit le contenu ou quels sont les mots-clés qui sont à l'intérieur, on peut créer une taxonomie de concepts. Le profil de type CV, mais qui ne s'appelle pas toujours CV, qui est une forme de liste de hashtags de toutes les compétences du collaborateur à un moment donné, ou bien parce que c'est de l'auto-déclaratif, ou bien parce que ça a été de l'évaluation au recrutement ou à un moment donné dans l'évaluation de la personne. On a récupéré les grilles de salaire parce que ça nous permettait d'observer les changements de salaire et les vitesses de changement de salaire. On a récupéré les évaluations individuelles et on a récupéré surtout pour la tranche management les notions hiérarchiques, donc au sens graphe, donc combien de personnes ils arrivent à manager, est-ce qu'ils arrivent à manager plus de personnes, est-ce qu'ils sont plus performants en manageant plus de personnes suite à avoir reçu une formation, et ce genre de choses. Alors évidemment, on est toujours dans une situation de complètement anonymiser, donc le but c'est pas à la fin de dire lui il n'a pas suivi les cours et il est nul, et lui il n'a pas eu besoin de cours et il est bon, mais à la fin c'est de revenir aux causes et aux performances et de dire voilà, peut-être que vous devriez accorder plus de temps aux profils qui avancent en crabe qu'aux profils qui avancent de manière linéaire et qui ne font que prendre le job de leur N+1. Ceux qui avancent, on va dire, en biais, ils ont peut-être plus l'occasion de progresser plus vite parce que l'apport d'une formation, on va dire, complémentaire leur permet de fortement compenser une faiblesse qu'ils avaient dans leur précédent job pour aller vers un nouveau job. Donc c'était la thématique de passerelle qui était très à la mode pour ce client-là. Et donc on a travaillé à la fin sur quelles étaient les méthodologies de choix de formation qui optimisent certaines passerelles qui sont dans les objectifs de cette société-là. Il y a d'autres questions qui vous intéressent sur la partie peut-être RH Analytics ? Une question. Est-ce que les données sont propres et fiables ? Aujourd'hui, quand on prend par exemple l'entretien annuel, on sait que c'est assez pipé comme exercice. Donc dans quelle mesure la donnée d'entrée est suffisamment qualitative, complète et riche pour pouvoir produire des vraies analyses et pouvoir faire du prédictif ? Alors, c'est une question qu'il faut prendre en plusieurs étages. Donc la donnée, on va dire, administrative dans le monde RH est plutôt très fiable. Contrairement à la donnée client où il y a des doublons dans tous les sens, en général sur les emplois, il n'y a pas deux personnes qui ont le même job et le même nom, quoi. Ça, c'est clean. Après, il y a un deuxième étage qui est la partie NLP, donc tout ce qui est texte libre qui permet de définir ou bien par de l'autodéclaratif ou par de l'évaluation d'une personne. Là, en fait, c'est le client qui nous donne son propre sentiment sur la qualité
de ce travail-là. Donc parfois il y a des clients qui nous expliquent que c'est un process hyper travaillé, qu'ils font avec des prestataires externes, où il y a de la formation pour qu'on s'assure que le niveau de qualité soit élevé, etc. Et on part du principe que c'est relativement juste. Parfois on sait que c'est assez pipeau, et donc on ne va pas travailler sur le contenu, mais on va travailler sur l'incrémental d'une année sur l'autre. Et donc on va essayer de détecter s'il y a des mots-clés ou des tendances qui apparaissent sur des catégories de personnes et qui permettent de comprendre s'il y a ce genre de sujet-là. Et puis après, il y a la donnée qui est, elle, la plus fiable, c'est quand même le salaire et la démission, qui permet de pouvoir avoir aussi des indicateurs sur est-ce que ça a fonctionné ou pas. Je prends une dernière question, je ne sais pas comment ça se passe pour le timing. Alors, je vous remercie. Alors, on prend quand même une question. Alors souvent on travaille en collaboration avec des logiciels existants. La plupart du temps les logiciels sont des logiciels déjà choisis par les équipes. Donc vous avez peut-être entendu parler de Tableau, de ClickView qui permet de créer des dashboards assez facilement où vous pouvez avoir de l'information structurée qui permet d'y accéder. Il y a aussi des acteurs assez nouveaux qui proposent des dashboards beaucoup plus, on va dire, à la mode, en tout cas avec un usage très fortement amélioré en termes d'expérience. Il y a une boîte qui s'appelle Toucan par exemple qui fait ce genre de choses. Et sur cette dimension-là, on est plutôt des spécialistes de l'intégration que des spécialistes de l'UX. Donc on s'appuie sur ce qui existe déjà, mais on s'est aperçu qu'en fait, le pouvoir le plus important, c'est quand même le call to action qu'on met dans ces systèmes-là. Donc si c'est une équipe de RH de 10 personnes et qui se rencontrent tous les jours, en général, le call to action, il a plutôt lieu offline dans des réunions et entre les personnes dans des discussions. Si c'est sur des équipes qui sont très distribuées, par exemple dans des réseaux de distribution où il y a toute une chaîne de formateurs intermédiaires sur des commerciaux, ce genre de choses, on s'est aperçu que c'est très important qu'il y ait des petites vidéos, des pastilles explicatives qui expliquent une surperformance ou une sous-performance dans un dashboard qui apparaissent au moment où l'alerte est dans le dashboard. Et donc, par exemple, si vous prenez l'exemple du visual merchandising pour un réseau de magasins de vêtements de mode qui aimerait requalifier la qualité des vitrines et qui s'est aperçu qu'il y a beaucoup de problèmes et que le dashboard lui remonte ces problèmes-là, au moment où les problèmes lui remontent, elle va avoir une vidéo qui lui explique comment on forme quelqu'un qui gère un magasin à cette sensibilité pour bien mettre en place la vitrine. Donc on lui rappelle qu'elle a un catalogue, qu'elle a une formation, qu'elle peut accéder à des documents sur le système de documents partagés, etc., etc. Et en fait, c'est ça qui est le plus puissant et c'est pas le dashboard. Parce que le dashboard, c'est un peu rétrospectif en mode « Ah bah mince, j'ai fait une erreur » ou « Ah bah mince, ça se passe pas bien ». Et c'est beaucoup plus le call to action qui a un pouvoir là-dessus. Et donc, il y a des sociétés qui sont beaucoup plus spécialisées que nous sur la partie aval. C'est-à-dire qu'une fois que l'audit, l'étude, le diagnostic a été posé et qu'on a bien expliqué ce qui se passe, maintenant, il faut travailler sur les variables qui permettent d'améliorer ce genre de choses. Merci à tous, merci beaucoup et passez une excellente journée.